Je suis Mathieu Sainton, je suis un des associés d'Eurogroupe Consulting et je travaille avec l'ensemble des équipes d'Eurogroupe Consulting très régulièrement auprès des acteurs de la santé et de la protection sociale. In fine, avec la crise que nous avons connue, crise sanitaire, nous avons beaucoup parlé de santé et de protection sociale. Or, en travaillant au quotidien avec l'ensemble des acteurs de santé, les hôpitaux, les ARS, mais également l'ensemble des acteurs de protection sociale, on s'aperçoit qu'on n'a jamais autant parlé de santé, on n'a jamais autant parlé d'accès aux soins, on n'a jamais parlé autant de sujets d'accessibilité des uns et des autres en santé. Après cette crise aiguë, on s'interroge s'il n'y a pas finalement une crise profonde, une crise un peu plus longue d'attractivité, de fait qu'on n'ait pas forcément, demain, aujourd'hui, la possibilité de se soigner facilement les uns les autres, d'accéder facilement à du soin, à la protection sociale, etc. Ça fait partie des grands sujets de préoccupation des Français, on le sait. Et donc, il nous semblait important de contribuer à ce débat et donc d'inviter plusieurs personnes. Et donc, nous tenons à les remercier de leur présence. Et Nathalie prendra le relais après moi pour pouvoir les présenter. Et je tiens sincèrement à les remercier de leur présence et donc de prendre un temps de réflexion autour des solutions de l'attractivité des métiers en santé et en protection sociale. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des équipes d'Eurogroupe Consulting qui ont travaillé sur la préparation de ce webinaire et je souhaite à tout le monde une bonne heure d'échange et de débat autour de ces questions essentielles pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Nathalie Roland. Oh pardon, j'ai fait défiler les slides, c'est l'émotion. Je suis directrice associée au sein du cabinet, donc dans les équipes de Mathieu, et je suis ravie donc d'animer ce webinaire autour de l'attractivité des métiers de la santé avec nos intervenants que je présenterai tout à l'heure. Merci à tous d'être nombreux, de vous être connectés, donc vous êtes 67 à ce stade, pour ce webinaire qui intervient dans la série d'ateliers de la transformation publique, comme l'a dit Mathieu, et comme pour les ateliers précédents, nous allons vous proposer enfin ce sont surtout nos intervenants qui vont débattre, réfléchir ensemble pendant une heure à cette thématique extrêmement actuelle, si ce n'est épineuse, sur l'attractivité des métiers de la santé. Donc en fait, on va réfléchir et entendre les retours d'expérience et les expertises de nos invités. Pourquoi nous avons choisi ce sujet ? Nous avons choisi ce sujet de l'attractivité des métiers de la santé parce que c'est un sujet qui est au cœur des préoccupations des Français. C'était vrai avant la crise du Covid, ça l'est encore plus vrai en sortie de crise, si on peut se permettre cette expression. Et les attentes de la population française à l'égard des candidats à l'élection présidentielle sont extrêmement fortes sur les sujets de santé. Et pour autant, l'équation est relativement complexe. Donc, on parcourt quelques slides. Donc là, vous les voyez à l'écran théoriquement. Donc là, on illustre l'importance que prennent les sujets de santé pour les Français à quelques mois de l'élection, puisque on a des résultats de sondage qui datent respectivement de janvier et de février. Donc celui de gauche, sondage de janvier, c'est le pourcentage de Français pour qui les thématiques ci-dessous sont une préoccupation. Donc vous voyez que derrière le pouvoir d'achat, la santé arrive. Et pas très très loin finalement, l'épidémie de Covid. Donc en cumulant les deux, on voit quand même qu'on est sur une préoccupation majeure des Français. À droite, vous voyez que en février, 66% des Français estimaient que le sujet était trop peu traité dans les débats de la campagne présidentielle. Pour autant, bon, c'est une perception des Français, hein, mais évidemment, on le sait tous, c'est un sujet qui est clairement au cœur des programmes des différents candidats. Et d'ailleurs, la FHF, on a recueilli ce verbatim de la FHF qui est le sujet de la santé n'est plus mis de côté. Il y a eu un tournant par rapport aux campagnes précédentes. J'arrive pas à passer. Donc,
Alors, j'essaie de passer ce slide. Voilà. Donc, en fait, on voit aujourd'hui qu'il y a encore, enfin, il y avait des difficultés qui pesaient sur le système de santé avant l'épidémie de Covid. Bah, ça persiste. L'attractivité des carrières est clairement en berne. Donc, en fait, à gauche, on rappelle qu'avant l'épidémie de Covid-19, il y avait eu des gros mouvements des mouvements de grève, hein, des personnels non médicaux qui finalement se plaignaient de façon caricaturale, pardon, de l'expression de la surmobilisation, de leur surmobilisation au sein du système de santé. Et le Covid a évidemment aggravé la situation. Et aujourd'hui, on voit que les difficultés de recrutement sont extrêmement importantes pour les personnels médicaux. Donc, quand on interroge les établissements, bah voilà, 62% disent qu'ils ont des difficultés pour les métiers en tension et 31% disent qu'ils ont des très grandes difficultés. Donc, voilà, c'est très massif, 90%. Et pour le personnel médical, on a 32% des postes de médecins qui étaient vacants à l'hôpital public en janvier 2021. Et de très nombreux médecins qui exerçaient en tant qu'intérimaires ou contractuels, qui permettent de limiter, j'ai envie de dire, les contraintes et la charge de travail. On parle également des métiers de la sécurité sociale et de l'assurance maladie. On voit que ces métiers ne sont pas épargnés par les problèmes d'attractivité. Alors, globalement, sur la sécurité sociale, le nombre de démissions a pratiquement doublé en 7 ans. Et au sein de l'assurance, de la branche maladie, cette branche est la plus touchée par les démissions et la part des démissions dans les motifs de départ. Donc évidemment, et on y reviendra avec nos invités, tout ce déficit d'attractivité est pour partie lié aux contraintes et aux difficultés qui sont rencontrées par les personnels médicaux, paramédicaux, mais également au sein de l'assurance maladie, qui font que voilà, les carrières sont moins attractives. Pour finir, le Ségur de la santé. Donc le Ségur de la santé, c'était une mesure importante, mais qui est jugée finalement insuffisante par de nombreux professionnels de la santé. Voilà, je propose de ne pas forcément m'attarder sur ce sujet et de laisser finalement assez vite la parole à nos intervenants. Juste, avant de présenter nos 3 intervenants, donc je voulais rappeler que Eurogroupe Consulting intervient dans le contexte qu'on vient d'évoquer auprès de 2 agences régionales de santé depuis l'automne 2021 sur des sujets d'attractivité. Une agence régionale de santé est accompagnée dans le cadre de l'évaluation de sa politique d'attractivité. Pour l'autre, nous animons des groupes de travail avec de très nombreux partenaires de l'ARS pour faire émerger des solutions concrètes en matière d'attractivité des métiers du grand âge. Lors de ce webinaire, nous allons nous attacher à préciser les contours de la problématique de l'attractivité, bien sûr à partager des bonnes pratiques de court terme qui malheureusement vont surtout viser à limiter l'hémorragie, mais on va surtout tenter de prendre du recul et d'envisager des pistes de long terme qui pourraient nous amener à évoquer des scénarios assez radicaux de transformation du système de santé. Parce que si le sujet du déficit d'attractivité des métiers de la santé a été révélé par la crise sanitaire, il nous semble relever d'un changement vraiment profond de la société, de son rapport au travail et à l'engagement. Et il apparaît assez impératif de prendre en compte cette dimension pour garantir la survie de notre système de santé. En somme, quelles solutions concrètes de court terme et de long terme pour rendre son attractivité au métier de la santé? J'ai le grand plaisir d'accueillir nos 3 intervenants qui vont témoigner et débattre avec nous. Donc Marie-Gabrielle Dubreuil, directrice des ressources humaines des réseaux de la Caisse nationale d'assurance maladie. Pascal Durand, directeur du premier recours et directeur des projets au sein de l'ARS Occitanie. Et Jérôme Guemine, directeur général du centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel et président du SMPS, syndicat des managers publics de santé. Merci à tous les 3 d'être présents et d'avoir accepté de participer à cet échange. Donc on va commencer. Donc voilà, j'ai partagé quelques slides qui montraient qui dressaient un portrait assez finalement sombre quant à la situation de pénurie des métiers médicaux et non médicaux, notamment à l'hôpital public. Pascal Durand, quel a été selon vous l'impact de la crise sanitaire sur l'attractivité des métiers de la santé?
Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci de votre invitation à participer à ce webinaire. Alors, vous l'avez indiqué en introduction, et c'est un constat qui est assez largement partagé. La crise sanitaire n'a pas tant révélé les problèmes de démographie et d'accessibilité aux soins qu'elle les a largement accélérés. Les problèmes de démographie, évidemment, et d'accès aux soins, ils ne sont pas nouveaux. Ça fait peut-être une vingtaine d'années que différentes études et rapports sortent sur le sujet pour essayer d'alerter sur les problèmes de démographie médicale et paramédicale et d'accès aux soins. De proposer également depuis 20 ans pas mal de pistes pour essayer de les résoudre, mais en réalité, ces problèmes-là ont été assez peu anticipés, mal gérés, notamment sur le plan de la formation. Et en plus avec une extrême hétérogénéité sur le territoire national, puisque certaines régions ou certains territoires étaient exposés très tôt à ces problèmes-là et d'autres plus tardivement touchés se voient rattrapés par ces problématiques, notamment sous l'effet du vieillissement des populations soignantes et de leur départ à la retraite. Alors, le travail, effectivement, avait été conduit d'identification de ces problèmes de démographie sur les médecins comme sur les paramédicaux, notamment avec les conseils régionaux dans les territoires qui, dans l'évaluation des quotas de formation, avaient souvent mis en évidence ces problèmes d'inadéquation entre l'offre et la demande. Mais c'est vrai qu'avec la crise Covid, le désengagement d'un certain nombre de professionnels sur des postes, notamment des postes à contraintes assez fortes, c'est largement accéléré. On l'a vu après le premier confinement et la première vague où on a eu une décrue assez forte après une remontée qui a eu lieu en fait qu'après l'été. Il y a eu une sorte de contre-coup et effectivement à des engagements très forts de ces postes à contrainte, notamment à l'hôpital et dans le secteur médico-social. En ville, on avait déjà eu les prémices de ça, avec les grèves sur la permanence des soins ambulatoires, notamment, qui visaient le désengagement des médecins sur ces activités de permanence des soins, notamment en deuxième partie de nuit, et la contrainte que ça faisait peser sur leur exercice quotidien. Alors, pendant la crise, on a essayé aussi de limiter l'impact de ce désengagement, y compris au niveau de la formation, parce qu'on encourait des risques assez importants à placer dans des situations très difficiles des élèves en formation d'infirmiers ou même des internes de médecine dans des services Covid avec une charge qui était extrêmement lourde. On a tous essayé de le limiter, mais ça a eu un impact également dans ce cadre-là, avec des désengagements au sein de ces formations. Alors, ce qu'on peut dire, à mon avis, c'est sans trop de risques, c'est que cet état des lieux est assez partagé dans le public comme dans le privé, sur les professions médicales comme sur les professions paramédicales, avec des difficultés de recrutement et également des difficultés liées à un gros turnover sur ces professions et des conséquences aujourd'hui visibles et très difficiles à gérer sur la fermeture de services ou de places à l'intérieur, notamment des établissements de santé. Merci Pascal. Du coup, merci d'avoir dressé donc, ce portrait, ou en tout cas d'avoir décrit les impacts de la crise sur les métiers médicaux et non médicaux, que ce soit à l'hôpital ou en ville. Et du coup, moi, on se demandait finalement, Marie-Gabrielle, quel pouvait être l'état des lieux pour l'assurance maladie. On a vu quelques chiffres tout à l'heure, mais finalement, est-ce que les difficultés de recrutement, de fidélisation que vous rencontrez au niveau de l'assurance maladie, est-ce qu'elles présentent un profil équivalent, c'est-à-dire une concentration sur les métiers à contrainte? Est-ce qu'il y a d'autres analyses que vous portez? Par exemple, est-ce qu'il y a une dimension bassin d'emploi régional qui intervient? Voilà, comment voyez-vous les choses? Bonjour à tous. Merci aussi de m'avoir invité pour participer à, évidemment, ces enjeux extrêmement importants à notre époque et quand on est directeur des ressources humaines. Alors, je me retrouve assez bien dans des éléments qu'a pu évoquer Pascal Durand sur la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui à attirer des profils médicaux au sein de l'assurance maladie. On a
quelques recrutements qu'on opère au sein de l'assurance maladie, que ce soit des médecins, des pharmaciens ou des dentistes, et aussi à la marge des infirmiers. Et les chiffres que vous évoquiez en introduction révélaient comme dans nos établissements, on rencontre les mêmes difficultés que dans n'importe quel autre établissement de santé, à savoir une difficulté à attirer ou à fidéliser, puisqu'on voit que c'est effectivement pour ces populations qu'on a le plus de turnover. Après, quand je regarde d'autres métiers, qui sont ceux qui évidemment exercent leurs activités au sein de l'assurance maladie, je ne suis pas sûre qu'on ait un réel effet bassin d'emploi. Alors oui, les difficultés à recruter ou à fidéliser sont peut-être quand même plus aiguës dans les grosses villes, dans les grosses agglomérations, parce qu'on est en concurrence. Alors d'ailleurs, déjà entre nous au sein de la sécurité sociale, on peut possiblement être en concurrence avec les caisses d'allocation familiale ou les caisses de retraite, voire même les URSSAF. Mais on est aussi de toute manière en concurrence avec d'autres secteurs d'activité. Et ça, on peut l'observer effectivement de manière un petit peu plus aiguë, je le disais, dans les grandes agglomérations. Ce qui est sûr, c'est qu'on a, et ça avant la crise, des difficultés à attirer sur des métiers à forte expertise. C'est des expertises en fait qu'on s'arrache tous, et on a besoin dans certains métiers effectivement d'un très haut niveau d'expertise compte tenu de nos missions. Alors je pense aux activités, aux expertises autour des statistiques, dans le domaine juridique, dans le domaine de la conformité, dans le domaine du contrôle de gestion. C'est vrai que c'est des expertises qu'on a un peu du mal soit à attirer, soit à fidéliser. Alors est-ce que c'est parce qu'on les paye insuffisamment par rapport à la concurrence? Il y a effectivement certainement une réponse autour des rémunérations en entrée. Il y a la question aussi de l'insuffisante notoriété des métiers de l'assurance maladie, de la sécurité sociale en général, de ce qu'on n'imagine pas, de ce qu'on fait évidemment dans les murs de la sécurité sociale. Et ça, on y travaille, mais je pense que c'est aussi une explication à nos difficultés à attirer. Après, on a, de notre point de vue aussi, des métiers à forte contrainte. Qui nous empêche quelquefois de trouver les collaborateurs qu'on souhaiterait. Alors, je pense en particulier au métier de téléconseiller, où là aussi, on est en concurrence avec d'autres secteurs professionnels qui ont besoin de téléconseillers. Et c'est vrai que là, on a une question de fond. On a un sujet de salaire. On paye manifestement un peu moins bien, ça on cherche à l'objectiver, mais que d'autres opérateurs. Donc ça, il s'agit que nous puissions agir aussi là-dessus. Je sais que là aussi, on retrouve le sujet de la connaissance de nos métiers. Et peut-être aussi un sujet autour des conditions d'emploi et des parcours possibles au sein de la sécurité sociale qui peut-être effectivement sont pas suffisamment connus et du coup nous permettent pas d'attirer là où on voudrait attirer sur ces métiers. Et puis, on a aussi un déficit autour de l'attractivité des fonctions managériales. Interne et externe. C'est-à-dire que concrètement, quand on ouvre des postes de manager au sein de nos organismes, possiblement on n'a pas autant de candidatures qu'on ne le souhaiterait, alors même que dans le même temps, on a des collaborateurs qui souhaitent évoluer. Mais c'est l'exigence autour de la fonction managériale qui s'est en plus renforcée avec la crise sanitaire. Là, on le touche vraiment du doigt. On a des managers qui sont fatigués, qui pour certains d'entre eux d'ailleurs voudraient changer de fonction parce qu'ils ont beaucoup été sur le front. Et donc du coup, des collègues qui naturellement ne vont peut-être pas se projeter sur une fonction managériale parce qu'ils voient justement les managers quand même un peu aujourd'hui à bout de souffle. Et c'est des difficultés de recrutement qu'on rencontre aussi par rapport à l'extérieur, difficultés effectivement à faire occuper ces postes par des managers qu'on pourrait recruter d'autres environnements professionnels que le nôtre. Merci beaucoup Marie-Gabrielle. Jérôme Guemine, bonjour. Du coup, si on fait un focus sur l'hôpital public, quelle serait votre analyse pointue des causes du manque d'attractivité des métiers à l'hôpital public? Votre micro n'est pas activé. Là, je l'active. Voilà, le micro est activé normalement. Bonjour à tous. Merci pour votre invitation à double titre en tant que président du SMPS, qui est le syndicat historique depuis 1947 des directeurs d'hôpitaux, mais également des cadres administratifs, logistiques techniques
et les médecins managers. Particularité, c'est qu'on est tous, et moi le premier en tant qu'élu, aussi des opérateurs, des professionnels de terrain. Donc je dirige aussi, comme vous l'avez dit en introduction, les 9 établissements en direction commune du GHT Cœur Grand Est. Pour répondre à votre question, comment en est-on arrivé là? Nous concevons, nous voyons, et ça va rejoindre des propos qui ont été tenus, nous voyons qu'il y a 3 facteurs principaux au manque d'attractivité actuellement à l'hôpital public, et plus largement dans le système de santé. Premièrement, j'enfonce une porte ouverte, ça a été dit il y a quelques minutes, on est face à une pénurie de l'ensemble de nos métiers à l'hôpital. Pénurie médicale, vous l'avez montré, pénurie paramédicale, métier d'infirmier, soignant, aide-soignant, technicien de laboratoire, manipulateur, mais attention aussi, pénurie des métiers non médicaux. C'est-à-dire que nous, à l'hôpital, nous avons des difficultés de recruter des administratifs, des cadres administratifs, mais aussi des ingénieurs, des techniciens supérieurs, etc., etc. Cette pénurie médicale, vous en connaissez les raisons. En gros, la politique du numerus clausus qui nous a conduit malheureusement collectivement à une situation qui ne va pas s'améliorer avant au moins 10 à 15 ans. Pénurie paramédicale, même constat, un manque d'anticipation des PEPI-BOOM dans les différentes régions, ce qui nous conduit, avec l'augmentation des personnels formés, à une amélioration, on l'espère, d'ici 3 à 5 ans minimum. Et sur les autres catégories professionnelles, vous allez voir que d'autres facteurs de non-attractivité font qu'ils ne souhaitent plus venir travailler ou moins venir travailler à l'hôpital, voire qu'ils le quittent. Deuxième constat du manque d'attractivité, à côté de la pénurie qui entraîne un cercle vicieux de pénurie qui s'auto-alimente parce qu'on ne souhaite pas travailler à un endroit où il y a moins de personnel parce qu'on va d'autant plus travailler. Le deuxième facteur du manque d'attractivité de l'hôpital public est que l'on sort de 15 ans de plans d'amélioration de la performance des hôpitaux. Il fallait probablement améliorer cette performance, ça a été fait dans beaucoup d'endroits. Je pense que c'était une chose qu'il fallait penser, qu'il fallait conduire, mais force est de constater que cette conduite de 15 ans d'amélioration de la performance des hôpitaux publics a été vécue de façon difficile par l'ensemble du corps social qui travaille dans les hôpitaux, voire aussi dans les cliniques. Et cette perception de cette difficulté du changement, cette parfois souffrance au travail qui est exprimée, se rajoute à cette pénurie pour rajouter de la pénibilité pour ne pas avoir envie de venir travailler forcément à l'hôpital ou pour pouvoir travailler dans d'autres secteurs. Troisième facteur du manque d'attractivité, et on nous en parle au quotidien, c'est la suradministration de notre système de santé. À l'hôpital, nous sommes en difficulté pour conduire rapidement des projets, pour valoriser les acteurs qui s'engagent davantage, pour conduire des achats rapidement, pour conduire des travaux rapidement, pour conduire des coopérations rapidement, parce que globalement, nous avons, et je ne vais pas rentrer dans le détail, je pense que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais si vous souhaitez, je pourrais répondre, nous avons globalement un système de normes qui fait que nous sommes ralentis. Nous sommes ralentis, que nous manquons de souplesse et d'agilité. Donc cette attractivité, elle en pâtit aussi, puisque dans d'autres secteurs, par exemple les cliniques privées, ils n'ont pas ces difficultés. Donc globalement, ce manque d'attractivité, dont on parle au quotidien dans nos hôpitaux, c'est la pénurie, c'est la contrainte budgétaire, et c'est une suradministration du système de santé qui fait que d'autres secteurs sont plus attractifs ou sont perçus comme plus attractifs que le nôtre. On a des points forts, j'y viendrai plus tard, mais en tout cas, il y a cette perception. Donc avec cette pénibilité accrue, on est moins nombreux, pénurie, on a moins de budget, contraintes budgétaires, on est plus rigide, plus de normes. Les acteurs se rendent compte qu'ils peuvent, excusez-moi, travailler moins avec moins de responsabilités dans d'autres secteurs pour gagner autant. Donc ils ne viennent plus à l'hôpital. Quand, et excusez-moi de le dire clairement, quand un médecin hospitalier, prenons un gynécologue obstétricien, quand en 3 jours de travail en libéral dans un cabinet et une demi-journée en clinique gagne plus qu'un praticien hospitalier, même post-Ségur, qui s'investit 7 jours sur 7 en travaillant la nuit et le week-end, on ne peut pas lutter. Quand là, il vient de paraître 100 postes, environ une centaine de postes de directeurs adjoints dans les hôpitaux, il n'y aura même pas la moitié qui seront pourvus. Pourquoi? J'ai des collègues qui partent, et tant mieux, parce qu'il y a de la compétence, dans le privé, dans les collectivités territoriales, dans l'État, parce qu'ils vont gagner autant, avec moins de difficultés, de pénibilité ressentie dans leur travail. C'est pareil pour les ingénieurs. Comment voulez-vous qu'on garde des ingénieurs compétents dans les hôpitaux si, et c'est le cas actuellement, dans la fonction publique territoriale ou étatique, sans parler du privé, il y a 30% de rémunération supplémentaire avec une perception du moins d'une responsabilité moindre. On ne peut pas lutter, les ingénieurs quittent les hôpitaux. Comment voulez-vous que les cadres administratifs restent dans les hôpitaux quand leur rémunération est inférieure à celle d'une administration d'État ou une collectivité territoriale de 400 à 1100 € net par mois?
400 à 1100 € net par mois, on ne peut pas lutter. Les collègues très vite se rendent compte qu'ils vont avoir probablement moins de responsabilités, de payer mieux, ils quittent l'hôpital. Donc, on a un vrai sujet, c'est que globalement, et on y reviendra, je pense, dans la suite de notre échange, on a une pénibilité perçue et probablement réelle qui est beaucoup plus importante actuellement dans les hôpitaux et plus globalement dans le système de santé, avec une rémunération qui est moindre, parce qu'on fait partie du statut de la fonction publique en interfonction publique, et bien c'est comme ça, qui est moindre dans le système de santé que dans d'autres opérateurs publics. Donc oui, il y a un vrai problème d'attractivité qu'il faut prendre à bras-le-corps. Merci beaucoup, Jérôme. Merci pour cette intervention et ces éléments très complets. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que, et on l'a évoqué en préparation avec Pascal Durand, à qui je vais laisser la parole, mais Pascal, vous alliez, il me semble, plus loin, aussi, vous identifiez aussi une autre cause, qui est celle peut-être du manque d'anticipation d'un changement culturel vis-à-vis des professions de santé. Est-ce que vous pourriez développer ce point, s'il vous plaît? Du mal à maîtriser les conséquences des évolutions culturelles dans la société et la représentation, notamment vis-à-vis de ce que sont les professions de santé ou de ce qu'est l'accès à la santé. Et ça, tant du côté des soignants que du côté des patients. Évidemment, du côté des patients, depuis plusieurs années, les évolutions vers un consumérisme ou une forme de consumérisme ont fait que s'accentuer. Et aujourd'hui, l'exigence du tout de suite est extrêmement forte et assez péniblement également ressentie par les soignants. Et du côté des soignants, du coup, ça a tendance à renforcer cette représentation des difficultés à soigner dans de bonnes conditions, à pratiquer finalement un métier qu'ils n'ont pas appris tout à fait à exercer de cette manière-là. Et ça provoque également, de manière un petit peu plus générale, une forme de désengagement vis-à-vis de la collectivité au regard d'une profession qui, naturellement, n'est pas une profession comme les autres. On n'arrivera jamais à lever un certain nombre de contraintes qui sont irréductibles à cet exercice-là, mais des contraintes, évidemment, qui doivent être réintégrées dans un système de valeurs qui fait que on ne considère pas que de devoir se lever la nuit pour sauver la vie de quelqu'un ou d'assurer une permanence le week-end, c'est quelque chose qui relève de l'anormal ou de l'illégitime pour ce type de profession. Alors cet engagement, il n'a pas complètement disparu, mais il était probablement mieux accepté, les contraintes étaient mieux acceptées par le passé et la représentation d'un engagement au service de la collectivité était probablement davantage présent qu'il ne l'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que notamment au niveau de la formation, que ce soit d'ailleurs du côté des médecins ou des paramédicaux, on a de plus en plus d'abandon en cours de formation, lié notamment au fait que les étudiants qui s'engageaient dans ces professions-là n'imaginaient pas de manière aussi peut-être réaliste ce à quoi ils allaient s'engager. Alors, on peut revenir sur un certain nombre de causes, notamment liées aux manières de sélectionner les étudiants qui vont s'engager dans ces professions-là. Mais en tout cas, le résultat est que tout ce qu'on a dit précédemment, qui de manière globale impactent nos sujets d'attractivité sont également impactés par ces changements culturels qui nécessairement nous interrogent sur le cadre de valeurs qu'on souhaite porter et donc du coup de manière assez concrète, quel type d'organisation et de management on met en place pour essayer de maintenir cet engagement au service de la collectivité. Alors, évidemment que dans le contexte actuel, tout ça prend une dimension assez dramatique parce que, comme ça vient d'être dit, la pénurie renforce ce phénomène, c'est-à-dire que
quand déjà on a un problème de nombre, évidemment, on se dit qu'arriver dans un contexte où on n'imaginait pas que la pénurie était aussi forte et les contraintes du coup démultipliées, on n'a pas envie d'y rester. Et effectivement, ça accroît également la pression sur les tarifs, sur les salaires. Hein. C'est un problème tout bête d'offres et de demandes qui aujourd'hui atteignent des sommets qui de toute façon ne sont supportables pour aucun acteur, qu'il soit public ou privé. Merci Pascal. J'aurais peut-être aimé qu'on creuse un tout petit peu les questions d'argent. Jérôme Guemin, vous l'avez évoqué, vous l'avez effleuré tout à l'heure. Pour vous, c'est une cause majeure. Est-ce que vous pouvez y revenir peut-être un peu plus en détail et notamment porter un regard sur le Ségur peut-être? Oui, le Ségur de la santé est une très bonne chose parce qu'il nous a permis de rattraper un retard qui a été pris les années précédentes et probablement depuis plus d'une décennie en termes de rémunération. Mais ça nous permet globalement, vous l'avez compris, on prend par exemple les salaires des infirmiers, ça nous permet de rattraper une moyenne européenne, ça ne nous permet pas de revaloriser plus qu'il se devrait dans un secteur en crise, à un autre sens, les métiers de la santé. Et c'est un énorme effort qui n'a pas été fait depuis 30-40 ans. On en est extrêmement remerciant auprès des pouvoirs publics. Il fallait le faire, mais il va falloir continuer. Ce que je veux vous dire là-dessus, à mon sens, c'est que, premièrement, on est parti, on se l'est dit, entre 10 et 15 ans de pénurie médicale avant de commencer à voir le jour. Il faut quand même qu'on ait tous conscience de ça. Au niveau paramédical, infirmier de soignant par exemple, probablement 3 à 5 ans avant de revoir une pompe qui se ramorce. Donc on est parti dans quelques années, excusez-moi de le dire, où le monde de la santé va être un monde sous pression, va être un monde où probablement on devra avoir une attention encore plus aiguë que par le passé sur la souffrance au travail et à l'inverse, essayer de travailler sur le bien-être au travail. Alors, une fois qu'on se dit qu'on va être en difficulté pendant 3 à 5 ans, 10 à 15 ans, sur la quantité de ressources disponibles, comment peut-on agir pour essayer de garder nos ressources, qui n'a pas été suffisamment traité par le Ségur, garder nos ressources et en attirer d'autres? Comme on ne peut pas agir au niveau quantitatif, on est obligé d'agir au niveau qualitatif. Le niveau qualitatif, ça va être de, excusez-moi, mieux rémunérer l'ensemble des acteurs qui travaillent à l'hôpital, le stock qui a été insuffisamment traité lors du Ségur. Le Ségur a sous-traité les nouveaux entrants ou les fins de carrière, mais pas le stock existant. Donc il va falloir mieux rémunérer et accepter de regarder la réalité du marché du travail. C'est qu'on ne peut pas réguler l'offre et la demande comme on le fait actuellement. Enfin, l'URSS a essayé en notre temps, ça n'a pas marché. À un moment, si on veut que les acteurs soient rémunérés au juste niveau, il va falloir laisser des marges de manœuvre sur les rémunérations. Il va falloir s'adapter davantage au marché. Donc on va être obligé de mieux rémunérer, à mon sens, les professionnels, l'ensemble des professionnels qui travaillent dans le monde hospitalier, au moins pour cette période transitoire qui va être difficile. Si jamais vous ne payez pas plus, ou voire vous payez moins, alors que c'est plus difficile, mais les gens vont se barrer et on n'attirera personne en plus. Donc regardons les choses en face, le Ségur c'est bien, mais il va falloir continuer parce que ça va durer. Une deuxième remarque pour s'en tirer aussi au niveau qualitatif. À côté des rémunérations, il faut que l'on fasse le pas dans notre système de santé pour avoir davantage de professions médicales intermédiaires. Vous savez que dans d'autres pays, par exemple les États-Unis, le Canada, nous avons un ensemble de professions qui sont synthétiquement pour l'ensemble de notre auditoire, entre les métiers paramédicaux et les métiers médicaux, qui nous permettent de déléguer, qui permettent aux médecins de déléguer des actes à des paramédicaux qui ont été formés en ce sens. Il va falloir utiliser au maximum ce levier, parce que ce levier est utile dans cette période de pénurie, parce qu'on va avoir moins de temps pour rattraper notre retard sur les infirmiers aides-soignants, 3 à 5 ans. Donc, il va falloir en former une partie pour réussir à tenir jusqu'à la sortie des nouveaux médecins. Et par ailleurs, non seulement ça nous permet de tenir, mais c'est aussi l'avenir de notre système de santé. Ça nous permettra d'avoir des prises en charge plus rapides, plus fluides, plus présentes sur les territoires, plus graduées entre différents acteurs. Donc, on est gagnant de développer ces professions médicales intermédiaires dans la période de crise que nous allons traverser, et on est gagnant de manière structurelle pour le bon soin pour nos patients. Une autre remarque, c'est que, toujours au niveau qualitatif, dans cette période qui va être difficile, il faut se le dire, je dis depuis tout à l'heure, il faut clairement le dire lorsqu'on fait des recrutements, lorsqu'on parle de politique publique, parce que c'est comme ça qu'on va traiter, à mon sens, les problèmes. Il faut voir aussi tout ce qu'on fait bien.
Et moi, j'ai envie aussi de vous faire passer ce message, c'est que, à mon sens, les métiers hospitaliers sont parmi les plus beaux de la sphère publique. Alors, il y en a de magnifiques qui sont aussi représentés par les collègues ici présents, je ne le nie pas, mais en tout cas, j'estime que les métiers hospitaliers sont parmi les plus beaux. Pourquoi? Parce que nous sommes là pour prendre soin directement de nos compatriotes. Nous agissons au quotidien lorsqu'on fait quelque chose de bien, on le voit immédiatement auprès de nos patients comme auprès de nos personnels. On le voit immédiatement dans la journée. On a un pouvoir sur le réel qui est extrêmement important pour le bien commun. L'hôpital, c'est aussi un endroit où on conduit constamment des projets. La science évolue extrêmement vite, la médecine évolue extrêmement vite. Toutes les semaines, tous les mois, on conduit de nouveaux projets pour s'organiser différemment et prendre en charge différemment et mieux les patients. Donc, c'est aussi une carte à jouer pour l'ensemble des hôpitaux, et les collègues le font déjà, mais il va falloir d'autant plus le faire dans les années à venir, c'est de toujours avoir une démarche plus concertative et de projets pour mieux soigner. C'est une chance de notre métier hospitalier, c'est qu'on a un sens important du service public, on a la chance d'avoir des métiers qui impactent le réel, et on a la chance d'avoir énormément de changements tous les mois pour pouvoir changer nos pratiques. Donc, mettons l'accent aussi sur les projets à côté de l'amélioration des rémunérations et à côté de ces professions médicales intermédiaires pour réussir à passer le cap de ce manque d'attractivité. Merci Jérôme Guemine. Vous nous aviez pas dit que vous étiez venu recruter en fait pendant ce webinaire. Pardon, je reviens sur les questions d'argent. Du coup, Marie-Gabrielle, est-ce que vous avez le sentiment aussi que les questions de rémunération sont prégnantes vis-à-vis de vos problèmes d'attractivité à l'assurance maladie? Oui, elles existent. Elles existent. Alors, ce qui est délicat pour moi là aujourd'hui, c'est que je ne sais pas les mesurer réellement. Alors, ce qui est clair, c'est pareil, on est un service public à la sécurité sociale, donc on ne va pas rechercher la concurrence avec des grosses boîtes, des grosses entreprises du privé qui vont évidemment présenter des rémunérations qui ne seront jamais celles qu'on assumerait dans un service public. C'est la contrainte à laquelle effectivement on se heurte sur certaines expertises de très haut niveau, mais en revanche, c'est un écart qu'on va assumer parce que justement on a un service public et on se doit de dépenser au juste niveau ce qu'on aura effectivement à retenir. Alors du coup, ce qu'on cherche à faire en revanche, c'est à se resituer par rapport au marché. Parce que quand on a fait des études de marché au moment où, par exemple, on avait engagé des négociations pour réviser nos classifications, sans doute la crise a-t-elle fait bouger un certain nombre de repères. On voit qu'on a un marché qui se tend. Le marché de l'emploi est objectivement beaucoup plus tendu qu'il ne l'était il y a quelques mois auparavant. Moi, je sens depuis septembre l'année dernière une reprise du marché qui fait qu'effectivement, sur certains emplois, on est manifestement en concurrence avec d'autres secteurs et avec justement des salariés qui tentent leur chance ailleurs. Vous avez donné quelques chiffres sur effectivement ce mouvement qu'on observe de plus forte démission qu'on l'observait auparavant parmi nos salariés. Nous, historiquement, on avait plutôt des salariés, quand ils étaient rentrés dans un organisme de sécurité sociale, de fait, on avait quand même pas on avait plutôt une logique de fidélisation de nos équipes. Aujourd'hui, on voit un petit mouvement, effectivement, qui s'est enclenché de salariés qui nous quittent parce qu'ils ont envie d'aller travailler ailleurs et je trouve que de mon point de vue, c'est plutôt sain. Le sujet, c'est dans quelles conditions ils vont partir et pourquoi ils partent. Donc, il y a un sujet de rémunération qu'on va essayer d'objectiver pour essayer de se resituer par rapport au marché de l'emploi et de ce que présente comme possibilité quand on entre dans un autre secteur professionnel que le nôtre. J'ai le sentiment, moi, que ce n'est pas qu'un sujet de rémunération au moment où on recrute ou pour fidéliser nos salariés. J'ai l'impression qu'au contraire, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte maintenant chez nos équipes. Il y a des attentes finalement d'un autre ordre. Et je pense que la crise a accentué d'ailleurs cette espèce de multifactoriel au moment où je rentre dans une entreprise et pourquoi j'y reste. On a un sujet évidemment d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, alors qui s'est certainement accentué avec le télétravail. Moi, je vois à quel point le télétravail a pris de la place, tant dans l'attractivité qu'on peut offrir et la manière dont justement on peut fidéliser nos équipes. Alors, évidemment, on n'a pas tant que ça d'emplois qui ne sont pas télétravaillables. On a néanmoins des soignants, donc je me retrouve dans les propos qui ont pu être tenus.
Mais en revanche, on a beaucoup d'emplois qui justement sont télétravaillables et la crise nous a fait faire un bond énorme. Et donc du coup, de fait, on capitalise évidemment sur le télétravail qu'on a été capable de mettre en œuvre pendant la crise pour évidemment maintenir nos activités et le service à nos assurés. Donc il y a le sujet autour des conditions de travail, donc il y a le télétravail, il y a aussi le sujet des outils. Moi, je vois comme désormais les outils sont devenus un outil d'attractivité ou au contraire un outil, finalement un élément un peu repoussoir. Moi, je sais qu'il y a des équipes qui peuvent être à se désespérer parce que les outils qu'on leur met à disposition pour travailler ne sont pas ceux qu'ils attendent et de ce qu'ils pourraient effectivement en faire finalement une vraie motivation pour nous quitter. Alors, il y a des outils du poste de travail habituel, y compris pour les managers, avec tous les outils du numérique qu'on peut leur mettre à disposition. Il y a les outils pour produire, il y a les outils aussi pour répondre aux attentes des assurés ou des partenaires. Moi, je vois à quel point, effectivement, tout ça a pris beaucoup de place. C'est vrai que là, on a beaucoup de demandes autour du pouvoir d'achat parce que augmentation des prix du carburant, parce que recherche de reconnaissance de la contribution de l'assurance maladie dans le cadre de la crise. Donc, on sait qu'on a des salariés qui se sont énormément engagés, qui ont beaucoup fait bouger leur mission, beaucoup fait bouger leur mode d'intervention. Et là, on est à un carrefour un peu délicat où effectivement, on a une forte demande de reconnaissance. On cherche, nous, à travailler aussi sur une autre dimension autour de la reconnaissance qui n'est pas exclusivement salariale. Donc, on a parlé de qualité de vie au travail. Nous aussi, on y travaille beaucoup. On travaille beaucoup sur comment j'implique finalement les équipes dans les évolutions, dans l'organisation du travail, dans la manière dont je dispense le service aux assurés, comment j'entretiens une relation de qualité avec les partenaires. Et ça, de notre point de vue, c'est un levier assez puissant de l'engagement de nos équipes que de les impliquer au quotidien dans la manière dont on fait évoluer ou nos postures ou évidemment, encore une fois, nos façons de faire. De la même manière, on travaille beaucoup sur nos valeurs parce qu'on a un service public, on a évidemment une histoire à la sécurité sociale qui est là aussi un levier assez puissant, la logique de solidarité, d'apport du service. J'entendais que le soin apporte une forme de satisfaction immédiate et de réalité concrète en fait de ce que j'ai pu apporter comme évidemment comme plus-value. Et ben, dans le service public de la sécurité sociale, on a aussi ce levier-là. Quand vous avez liquidé une prestation, quand vous avez répondu à un assuré, quand vous avez su débloquer une situation, quand vous avez permis, par exemple, l'actualité immédiate, permis d'affilier des Ukrainiens qui sont venus sur notre territoire. Ça, chez nos salariés, ça a beaucoup de force. Et c'est vrai qu'on essaye de capitaliser au maximum sur effectivement ce levier, comparativement justement à d'autres entreprises qui auraient un levier peut-être plus puissant que le nôtre sur la rémunération. Merci beaucoup Marie-Gabrielle. Du coup, on a enchaîné, c'est très bien, sur le sujet des leviers et finalement des solutions. Alors pour l'instant de court terme, que l'on peut activer si on veut continuer à bien soigner les gens et à leur garantir une protection sociale. Pascal Durand, c'est quoi finalement votre point de vue sur les leviers à court terme qu'il est nécessaire d'activer ? Ouais, on voit bien qu'il faut travailler à court terme, compte tenu de l'urgence de la situation, mais on voit bien aussi qu'on a à faire face à un problème systémique. Ce problème d'attractivité, aujourd'hui, il est systémique. Donc, il y a peut-être deux grands axes sur les modalités d'intervention. Il y a un axe particulier sur lequel moi j'attache vraiment une attention très spécifique, qui est celui de la communication sur le cadre des valeurs et sur le sens aujourd'hui de l'action soignante dans une société comme dans la société française. Notre système, on l'a rappelé tout à l'heure, ça vient d'être dit, il est bâti sur un engagement solidaire avec pour les acteurs publics comme pour les acteurs privés, une solvabilité de la demande qui est assurée par la collectivité, par des financements publics, et de l'autre côté, des garanties données sur le cadre d'exercice des professionnels de santé, qu'ils soient dans le privé ou dans le public. Et ce système-là, ces deux piliers-là, ils ne tiennent qu'autour d'une clé de voûte qui est la garantie d'accès aux soins.
Et quand on n'a pas la garantie d'accès aux soins, ben on fragilise cette clé de voûte et donc on fragilise l'intégralité du système. Et donc, si on n'apporte pas une réponse à ce problème d'accès aux soins, et notamment en réembarquant d'une certaine manière l'ensemble des acteurs dans cet engagement collectif que nous devons avoir pour sauvegarder ce système solidaire, eh bien, on n'y arrivera pas. Donc ça, c'est un premier sujet assez politique et d'ampleur que je mets un petit peu en avant, mais qu'il est nécessaire peut-être de rappeler dans la tête de tout le monde, sans quoi ce sont les fondements même de notre système de protection sociale qui sont aujourd'hui très fortement fragilisés. Alors après, effectivement, il faut avoir une démarche stratégique d'ensemble que tout le monde à peu près bien cerné, avec 5 axes. Le premier axe, évidemment, c'est celui de la formation, hein, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. On a des enjeux quantitatifs, évidemment, et on pourrait y revenir un petit peu, mais le numerus clausus a été supprimé pour les professions soignantes. Il y a des engagements du Ségur sur les professions paramédicales. Tout ça est engagé et évidemment, comme ça a été rappelé, pas avec des effets immédiats, mais sur le plan qualitatif également. Il y a des choses à travailler avec les facultés et avec l'ensemble des responsables pédagogiques pour essayer de retransversaliser un petit peu l'exercice soignant qui a été mis à mal par une hyperspécialisation aujourd'hui d'ailleurs tant du côté médical que du côté paramédical et on voit bien qu'aujourd'hui sur le terrain et avec l'expérience de la crise Covid que ces fondements-là sont également remis en question. Donc ça c'est le premier pilier, le premier axe c'est celui de la formation, le deuxième axe c'est évidemment c'est celui de l'organisation notamment territoriale et des acteurs de santé, qu'ils soient hospitaliers, publics, privés ou des libéraux ou du médico-social. Cette organisation territoriale, évidemment, elle doit retrouver du sens dans le cadre que j'indiquais tout à l'heure, parce que en réalité, du travail, il y en a aujourd'hui pour tout le monde, il y en a même trop pour tout le monde, et même demain, il y en aura toujours pour tout le monde. Et donc, le sujet, c'est plutôt de savoir comment on se répartit correctement les rôles avec une demande qui ne va pas cesser d'augmenter. Et ça, la réponse, elle se trouve évidemment dans notre façon de développer l'exercice coordonné et les liens ville-hôpital sur chacun des territoires. Le troisième pilier, c'est celui de l'évolution des pratiques. Le troisième chantier, l'évolution des pratiques. Alors, l'évolution des pratiques, ça vaut pour les professionnels de santé, ça vaut aussi sur le sujet du management à l'intérieur des établissements, comme en ville d'ailleurs, parce qu'on voit de plus en plus se structurer des modes d'exercice coordonnés, mais en réalité, il ne suffit pas de dire qu'on monte des équipes soignantes, il faut aussi les manager. Le sujet du leadership et du management de ces équipes soignantes que les hôpitaux connaissent depuis très longtemps, bien évidemment, mais se pose aussi en ville. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, à côté, évidemment, de toutes les nouvelles répartitions de tâches entre les différents professionnels de santé et les nouvelles professions, effectivement, à faire émerger, comme c'était indiqué tout à l'heure, tout ça pour être plus économe en temps médical et peut-être répartir et responsabiliser de manière un petit peu différente les différents soignants dans la prise en charge de la demande de soins. Le quatrième chantier, c'est celui, malgré tout, des incitations financières à renforcer la présence soignante dans un certain nombre de territoires et également à favoriser les exercices territoriaux, c'est-à-dire pas uniquement au sein d'une même structure, mais en favorisant la possibilité de répartir son temps d'exercice sur plusieurs lieux d'exercice, voire sur plusieurs modes d'exercice. Et ça passera évidemment par le déploiement d'incitations financières et voire même d'adaptation des modalités de rémunération dans un certain nombre de cas. Et ça a été évoqué également. Le cinquième et le dernier chantier, c'est celui de la communication. Il faut qu'on arrive à faire savoir ce qui se fait, mieux faire savoir ce qui se fait. Les évolutions en réalité sur l'ensemble des chantiers, des 4 précédents chantiers, elles sont déjà en cours. Il y a beaucoup d'expériences, voire même de réalisations concrètes et positives, comme ça a été indiqué aujourd'hui sur le terrain. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire savoir, notamment auprès des plus jeunes générations, pour qu'elles sachent à quoi s'attendre, sachent vers quoi elles
elles peuvent se projeter dans les métiers pour lesquels elles ont choisi des formations exigeantes, mais pour lesquelles le décalage entre les représentations qu'elles peuvent avoir, elles, de ces professions-là et la réalité de terrain font que aujourd'hui, on n'a pas encore complètement fait matcher ces deux aspects-là. Donc, pour arriver à avoir un plein effet de toutes les mesures aujourd'hui qui sont engagées. Donc, le sujet de la communication, il est très, très important et aujourd'hui, toutes les régions et tous les acteurs se mobilisent très fortement pour essayer de valoriser tout cela. Donc, voilà à peu près autour de ces 5 chantiers, comment on peut voir s'organiser la démarche stratégique globale d'intervention pour essayer de favoriser l'attractivité des métiers de la santé. Merci beaucoup, Pascal Durand. Sur les solutions de court terme, et je vous propose qu'on fasse assez vite pour passer au long terme, mais peut-être, est-ce que Jérôme, vous voulez réagir à ce qu'a dit Pascal? Je sais que ça rejoint quand même des propos qu'on avait échangés en préparation, mais peut-être en deux, trois mots, si vous voulez compléter les solutions de court terme. Oui, alors attendez, j'active mon micro. C'est bon. Ça y est, ça marche. Oui, en 2-3 mots. Premièrement, sur les solutions de court terme, bien se dire, je suis désolé, je vais être insistant dans cette première étape, dans les hôpitaux publics, mais aussi les EHPAD publics ou les structures sociales publiques, la difficulté de l'attractivité, c'est qu'on a un rapport défavorable actuellement entre pénibilité, donc ça fait partie qualité de travail, etc., pénibilité et rémunération. Je me permets vraiment d'insister dessus, parce que, contrairement à beaucoup d'autres secteurs, je pense qu'on ne mesure pas à quel point il y a un écart. Donc, je vais me permettre de vous donner 2 illustrations très concrètes pour que vous mesuriez ce qui se passe toutes et tous. C'est que si on travaille que sur la pénibilité, donc la qualité de vie au travail, on ne va pas réussir. Pourquoi? Quand vous avez un médecin qui se surinvestit, qui est présent 2 week-ends sur 4 dans le mois, qui travaille quasiment tout le temps et qui gagne en fin de carrière, en gros, 8 000, 8 500 € net par mois, comment vous voulez lutter en disant mais il n'y a pas que le salaire qui compte, si en face, il y a une pénibilité bien moindre, c'est-à-dire 5 jours travaillés, pas la nuit, pas les week-ends, et 12 000 minimum. C'est pas possible. Donc il y a un ratio pénibilité-rémunération qui clairement, dans les hôpitaux publics, mais aussi les structures sociales, médico-sociales, dysfonctionne. Donc il faut traiter la rémunération, mais il faut traiter aussi le côté de pénibilité, donc on va le prendre positivement, qualité de vie au travail. Donc deuxième point, 2 mots, je rejoins ce qui a été dit, qualité de vie au travail, il faut à tout prix l'investir encore davantage. Je pense qu'on a une responsabilité collective, on a probablement insuffisamment investi le bien-être au travail dans les structures publiques. Pourquoi? C'est parce que le bien-être au travail et la qualité de vie au travail, ce n'est pas quelque chose qui était défendu par l'ensemble des personnels, on allait plutôt sur la quantité, embaucher davantage, embaucher plus, tant politiquement, socialement, y compris avec les organisations syndicales. Le problème, c'est que là, en période de pénurie, on n'arrivera pas à aller sur la quantité. Allons donc sur la qualité. Mais pour réussir à le faire, il faut probablement se dire que de la même façon qu'on a des budgets obligatoires minimales sur la formation continue, il faut probablement avoir un budget minimal obligatoire sur le bien-être au travail dans les établissements de santé et qu'il soit financé. Donnons-nous un pourcentage de la masse salariale et disons que c'est obligatoire d'avoir un projet de qualité de vie au travail avec des vraies actions. En gros, pas simplement un baby-foot et quelques heures de télétravail par semaine. Non, un vrai projet de qualité de vie au travail avec des actions de court, moyen, long terme. Et on doit déléguer ces crédits, évidemment, aux services et aux pôles, faisons confiance aux acteurs. On aura évidemment des actions de court terme qui pourront être, ce que je viens de citer d'ailleurs, un baby-foot, des séances de relaxation, etc. Mais aussi des actions de moyen terme. Il faut former les managers. Formons les managers, c'est aussi former au bien-être au travail. On a du mal à former les managers. Vous savez pourquoi? Je me permets de le glisser. Parce que lorsqu'on forme un manager dans les hôpitaux, c'est autant de crédits de formation qui n'est pas donné pour les agents. Donc, c'est des difficultés sociales avec les représentants du personnel. Donc, il faut assumer aussi qu'on forme les managers au bien-être au travail. On peut imaginer à moyen et long terme également avoir des happiness managers dans nos structures. Bref, ayons un vrai budget de qualité de vie au travail. Enfin, troisième axe, et ça a été dit par les collègues, il y a un vrai plan de communication plus global, plus systémique à penser. La culture a évolué et ce qu'on subit de plein fouet dans les métiers de la santé, du social, du médico-social, public comme privé quelque part, c'est qu'on a déconsidéré les métiers d'aide à la personne. On a déconsidéré dans notre société les métiers d'aide à la personne. Combien d'entre nous, en dehors des métiers de la santé, sont en difficulté pour avoir une aide à domicile pour une personne âgée, pour avoir une assistante maternelle? Eh bien, c'est pareil pour avoir une aide-soignant, un infirmier. On a déconsidéré tous nos métiers d'aide à la personne. Il faut culturellement se réapproprier ces métiers, les revaloriser, je l'ai dit,
améliorer leurs conditions de travail, je l'ai dit aussi, mais il faut aussi culturellement montrer que c'est des superbes métiers, des métiers d'avenir, des métiers dont on a besoin, des métiers extrêmement nobles. On a un effort de revalorisation de ces métiers d'aide à la personne de notre société. Merci Jérôme. Alors, vraiment là, en 2 mots, Marie-Gabrielle, si vous voulez, complétez-vous les solutions de court terme que vous mettez en place et ensuite, vraiment, on aura les mots de la fin. Donc, je donnerai la parole à Pascal Durand, puis en conclusion à vous encore, Marie-Gabrielle. Mais rapidement, les solutions de court terme que vous mettez en œuvre au sein de l'assurance maladie. Donc, on a nous aussi, on l'a dit suffisamment, le sujet autour de la communication, la stratégie marque employeur autour des métiers de la sécurité sociale et ceux de l'assurance maladie en particulier. Après, nous, on a 2 leviers qu'on essaye d'activer. Il y en a un autour de finalement la possibilité qu'on offrerait demain à nos salariés de pouvoir cumuler une activité avec une activité au sein de l'assurance maladie et pourquoi pas garder un pied dans le soin. Voilà, qui sont évidemment deux activités différentes et répondent finalement à une forme de demande sociale, manifestement, d'un certain nombre de professionnels de santé de voilà, ne pas être enfermé dans un système, mais plutôt contribuer à 2 en même temps. Et puis, on a une chance, nous, c'est qu'on a un réseau territorial quand même très étendu. Et donc, du coup, ce qu'on cherche à faire, c'est possiblement organiser des pôles de mutualisation, en particulier sur des expertises rares, et finalement s'adosser sur un endroit du territoire où on a réussi effectivement à recruter et en faire bénéficier au-delà de ce seul territoire. L'idée étant évidemment du coup de se mettre dans une posture de partage de ces expertises et donc du coup c'est assez exigeant, y compris pour les managers quand à manager ces expertises et puis pour les experts eux-mêmes puisque justement possiblement plusieurs bénéficiaires de leur expertise. Voilà, pour être le plus synthétique possible. Merci beaucoup Marie-Gabrielle. Du coup, peut-être en conclusion et en ouverture, Pascal Durand, quand on a préparé ensemble ce webinaire, vous avez dit être plutôt très inquiet sur une vision long terme. Est-ce que vous voulez développer? Oui, alors je veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais effectivement, moi j'ai tendance à penser qu'on ne sera pas sorti de l'auberge en 10 ans ou en 15 ans, malheureusement. C'est-à-dire qu'en fait, même si je vais faire mon diaporama manuel, même si notre offre, elle augmente un petit peu dans les années qui viennent, la demande va augmenter à un rythme beaucoup plus important, sous l'effet du vieillissement, évidemment, de la population, des évolutions démographiques. Et donc, l'écart entre notre offre et la demande et notre capacité à répondre à cette demande ne va faire que s'accroître avec les années. Ce qui veut dire que ça va nous interroger fondamentalement sur notre capacité à réguler le fonctionnement de notre système de santé, à réguler la demande de soins et de savoir ce qui est absolument nécessaire et doit nécessairement être pris en charge par le système de santé et ce qui peut relever d'un autre mode de prise en charge. Aujourd'hui, de manière très, très caricaturale, évidemment, ce qui se passe aux urgences, où les urgences deviennent finalement le dernier recours du premier recours, est un petit peu à l'image de ce qui pourrait se passer à l'avenir. Et donc, si on ne veut pas basculer dans un système où la régulation ne se ferait que par les prix ou par les déremboursements, il faut vraiment qu'on arrive à embarquer collectivement l'ensemble des offreurs, mais également ceux qui peuvent représenter les usagers pour savoir comment on a envie de faire fonctionner notre système demain, parce que ne pas anticiper cette gestion d'une pression de la demande qui sera toujours plus forte sur un système qui, évidemment, sera fragilisé est déjà fragile, va se fragiliser encore davantage pendant les années qui viennent, mais qui ne verra pas forcément le bout du tunnel. En tout cas, on ne retrouvera pas un fonctionnement tel qu'on pouvait l'avoir ces dernières années. Ça va accentuer encore la pression et décourager encore davantage les acteurs. Donc, il faudrait qu'on arrive à prendre en main cette problématique-là. Aujourd'hui, plus territorialement d'ailleurs que nationalement, parce que le sujet, il est plus de savoir comment on reprend en main le pilotage de la réponse à la demande de soins d'une population sur un territoire donné, en mettant les acteurs autour de la table et dans un contexte, je le rappelle, où le sujet n'est pas de savoir si on va avoir assez de travail à l'avenir, mais en réalité, il est plutôt de savoir comment on va gérer dans de bonnes conditions le surplus de travail qu'on va avoir à supporter.
Merci Pascal Durand. Et peut-être en réaction à cela, Marie-Gabrielle, a priori, vous êtes alignée et vous avez déjà commencé au sein de l'assurance maladie à réfléchir aux nécessaires évolutions du système pour accompagner cette tension au long cours sur le système de santé. Oui, en effet, alors, il y a plusieurs facteurs, hein, évidemment. Il y a eu l'effet crise, il y a eu l'effet de comment on veut se transformer en tant qu'assurance maladie dans effectivement un système évidemment beaucoup plus large que celui du système de soins. Finalement, moi, ce que j'en retiens, c'est cette nécessité et de faire en sorte que nos collaborateurs changent un peu dans leur posture et capitalisent sur ce qu'on a réussi à faire pendant la crise. En fait, on a désormais une stratégie beaucoup plus développée, en tout cas c'est ce qu'on recherchera à l'avenir, d'aller plus vers ou les assurés, ou les professionnels de santé, ou le système de soins d'une manière plus large en fait, et apporter notre plus-value là où elle serait attendue. Donc du coup, pour nos équipes, évidemment, c'est une autre façon de se positionner, moins dans le contrôle, plus dans le service, plus dans la plus-value. Et la recherche, évidemment, du bon service à apporter. Ça implique aussi des fortes transformations métiers autour de comment j'interviens, par quels outils. On est beaucoup, effectivement, mobilisé sur ces sujets, sur comment j'accompagne mes équipes dans, évidemment, la prise en main des outils du numérique, comment mon métier a évolué et quel sens je continue d'y trouver, alors même qu'on est dans une stratégie numérique, évidemment, assez développée au sein de l'assurance maladie. Vous voyez, on a des enjeux qui sont importants, qui demain, du coup, en termes d'attractivité et de fidélisation, continuent de devoir être travaillés pour justement pas se louper et faire en sorte qu'on ait gardé avec nous les équipes et qu'on ne les ait pas perdues en route. Ouais. Merci beaucoup. C'était le mot de la fin. On a légèrement dépassé, donc malheureusement, on ne va pas prendre le temps, je pense, de répondre aux questions. Néanmoins, donc on les a bien sur le fil du webinaire, donc on tâchera d'y répondre, bien sûr. Merci infiniment pour votre participation, pour votre présence, pour vos propos. J'espère que les participants y ont trouvé de l'intérêt. Le replay sera disponible demain et vous trouverez un questionnaire de satisfaction dans le fil de l'événement. Merci d'y répondre. En tout cas, encore merci à nos intervenants. Merci Marie-Gabrielle, merci Pascal, merci Jérôme et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.